J'ai C'est pas une position eu isolée, le une position qui est soutenue temps par de 67% des j'étais en Français. appel avec Moi, ça me quelqu'un, va. donc je peux pas, j'ai pas pu trop En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est quand même j'ai pas pu l'arrivée trop des faire une États-Unis, vidéo, ça fait peur mais pour je les vous laisse, investisseurs désolé, américains je et suis vraiment européens, ça désolé, fait peur, notamment au marché financier. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les rassurer? L'autre jour, vous avez été parlé devant des chefs d'entreprise à l'occasion de c'est Manuel l'ARCEP, les Bompard. rencontres d'entrepreneurs de France. Et il y a un dialogue Alors, qui s'est dis-moi dans instauré, les vous avez dites-moi dans les c'est un peu la commentaires première si fois la qu'il France elle est parle devant des ingouvernable. chefs d'entreprise. Est-ce que vous trouvez que la France est ingouvernable? Ne représente pas Moi oui, pour moi oui. Ah, non, ça représente une partie importante, mais une partie. Qu'est-ce que vous pouvez dire au marché financier, aux partenaires européens, pour dire, mais non, nous, on est capable de gouverner sans forcément que ça soit le chaos? Mais précisément que c'est la logique politique et économique à l'œuvre qui nous amène dans le chaos. Enfin, Madame Chevrillon, le budget de cette année, il a divisé la croissance par 2. Par rapport aux prévisions de croissance de l'année dernière, on est à 0,7. Il y a Donald Trump aussi qui reste. Attendez. On est à 0,7. On annonçait plutôt 1,4 s'il n'y avait pas eu le budget de cette année. Pourquoi? Pour une raison simple, très simple, que tout le monde va comprendre. C'est que quand vous avez une politique qui est une politique de baisse du pouvoir d'achat des Françaises et des Français, quand vous avez une politique de baisse des investissements publics, ça produit de la récession économique. Ça produit de la récession économique. Pourquoi? Parce que les gens peuvent moins consommer. Donc vous allez avoir, vous l'avez eu pendant l'été, dans les restaurants, les gens ne prennent pas de dessert parce qu'ils ont moins les moyens. Ils vont plus chez le coiffeur, ils vont pas au cinéma. Et donc vous vous retrouvez avec des entreprises, des artisans qui en fait ont moins de clients, que la consommation populaire elle est plus basse. La moitié du PIB en France, est tirée par la consommation populaire. Si vous avez une politique de baisse de la consommation populaire, eh ben évidemment que ça se traduit par des mais en même difficultés temps, vous êtes économiques. d'accord, il faut quand même faire des économies. On se retrouve quand même avec un niveau d'endettement. Et surtout, à la limite, le niveau d'endettement, bon, c'est un truc. Mais surtout, c'est qu'il y a des intérêts. Il y a des intérêts à payer. Non, mais il y a des intérêts à payer. Ça, c'est une réalité tangible qui tombe tout le temps. C'est vrai. Madame Chevrillon, soyons honnêtes pour dire la vérité aux gens qui nous écoutent. Parce que moi, je suis pas d'accord avec le catastrophisme que M. Bayrou essaye. Donc vous n'êtes pas d'accord même avec le constat? Non, attendez. Il y a des intérêts de la dette, vous avez raison. Disons la vérité. La charge de la dette aujourd'hui, elle paye moins cher. La France, elle subit moins la charge de la dette aujourd'hui que ce que c'était à la fin des années 90 et au début des années 2000. Parce que les taux d'intérêt, non mais disons la vérité, parce que les taux d'intérêt sont plus faibles. La France aujourd'hui, elle emprunte moins cher que les États-Unis d'Amérique. Donc tout va bien. Je ne dis pas que tout va bien. Évidemment qu'il y a un déficit important. Mais pourquoi y a-t-il un déficit important? Pour quelles raisons? Pourquoi il y a un déficit important? Est-ce que vous savez que si, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, on était resté au même niveau de recettes en pourcentage du PIB aujourd'hui en France, le PIB sera est-ce que c'est une raison le déficit pour sera augmenter inférieur. encore la dette? Attendez, si, je vais terminer ma démonstration. Si le pourcentage de recettes était resté au même niveau quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, aujourd'hui, le déficit en France serait inférieur à 3% du PIB. Depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, le problème, c'est pas l'explosion de la dépense publique. Le problème, c'est la perte de recettes pour l'État. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron a fait des cadeaux aux grandes entreprises, a fait des cadeaux aux plus riches, et que contrairement à la FAD, sur ce point-là précisément, pas que. Vous parlez systématiquement des grandes entreprises, des grandes fortunes, etc. Pas que tout l'argent qui a été dépensé, par exemple, au moment des crises, Covid, inflation, guerre en Ukraine, etc. C'est aussi de l'argent qui est allé aux PME. C'est aussi et ces PME, elles emploient des personnes qui nous regardent ce soir. C'est pas que les plus grands, les plus riches. C'est pas vrai. Est-ce que oui ou non, Emmanuel Macron a supprimé l'impôt de solidarité? Bien sûr. Est-ce que oui ou non, Emmanuel Macron a multiplié dans la continuité des gouvernements? Bien sûr, mais dans le tableau, il faut tout dire. Oui, mais c'est ça le cœur aujourd'hui de ce qui manque au budget de l'État. C'est la perte de recettes. Et personne ne le dit. Sur tous les plateaux de télévision, on nous dit on dépense trop, il faut faire sur les dépenses, Mais vous ne dites jamais que l'État s'est volontairement appauvri et que maintenant on vient voir les Françaises et les Français et on leur dit c'est à vous de payer la facture. Sur le volume d'économie réclamé par François Bayrou, sur le constat, c'est 44 milliards d'euros. Le Parti socialiste a proposé son contre-budget, établi aux alentours de un peu plus de 22 milliards d'euros. Est-ce que là-dessus vous dites c'est OK ou c'est encore trop? C'est trop Non, mais il faut proposer des nouvelles recettes. Le Parti socialiste, si j'ai bien compris son projet,
propose de proposer des nouvelles recettes. La taxe Zuckman, Mais sur ce point-là, 2% sur les d'accord, d'autant plus que la taxe Zuckman, la première fois qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale, elle a été votée, déposée par une députée de la France Insoumise. Donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui que je suis plus Vous d'accord. avez entendu les arguments, les contre-arguments. Oui, mais il n'y en a aucun qui est valable. Hein, Avant Madame la Chevrillon. convention fiscale, le fait qu'on ait signé 126 conventions fiscales, je cite le Premier ministre. Madame Chevrillon, s'il vous plaît. Oui. Pardon, mais c'est pas parce que M. Bayrou dit quelque chose que ça devient une vérité. M. Bayrou dit on a signé des conventions fiscales et donc l'exit tax, puisque c'est de ça dont il parlait, c'est-à-dire un dispositif qui consiste à dire que si les gens partent, ils vont continuer à payer de l'impôt en France, c'est impossible. Mais c'est faux ce que dit M. Bayrou. Une exit tax a déjà existé en France, c'est M. Sarkozy qui l'avait mis en place. Absolument. Elle n'était pas inconstitutionnelle. Qu'est-ce que c'est que cette Non, mais histoire? c'est pas la taxe Zuckman, c'est différent. Non, mais c'est un dispositif qui vient. Attendez, essayons d'être clairs pour les gens qui nous écoutent. La taxe Zuckman, c'est l'idée de dire que C'est 2% sur le patrimoine. les gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine doivent au moins payer 2% d'impôts. Enfin, j'ai fait quelques calculs pour vérifier vite fait. Vous savez qu'en moyenne, pour les Français, par rapport à leur patrimoine, ils ont à peu près 7% d'impôts par rapport à leur patrimoine. Et ça pose un problème qu'on dise que les ultra-riches doivent payer au moins 2%. C'est confiscatoire, ça, c'est scandaleux. Ça n'a pas de sens. Donc votre solution pour les résoudre la arguments de dette, M. Bayrou, ils n'ont pas de sens sur ce sujet. Ils sont faux. c'est surtout des recettes supplémentaires. Vous ne feriez aucune économie. Bah, évidemment qu'on peut faire des économies, mais où? Dites-nous. Je sais pas, par exemple, il y a 211 milliards d'aides aux entreprises. Alors, Madame Chevrillon va dire oui, ça compte beaucoup de choses, etc. Oui, Mais Madame alors, Chevrillon, ça compte Mais j'ai beaucoup de raison. choses. Elle aura raison. Oui, mais ces 211 milliards sont quand même de la manque à Pour gagner aider, pour la par recette exemple, de l'État. Donc là, vous reprenez les 211 milliards. Les 211 milliards. Mais Centaines, il y a par cent- exemple cent- la cent- niche fiscale la plus coûteuse en France aujourd'hui, c'est le crédit impôt recherche. Oui. Bon, bah, on peut peut-être concentrer le crédit impôt recherche pour qu'il serve vraiment à faire de la recherche et pas qu'il soit un effet d'aubaine pour des grandes entreprises comme Sanofi. Pardon, j'ai déjà eu le débat sur un plateau une fois, qui capte du crédit impôt recherche, mais qui diminue le nombre de chercheurs en France. Le Pardon. crédit d'impôt mais il a pour quand les même particuliers, 50% par de la exemple. recherche en Vous y France. touchez ou pas? Évidemment. Ah bon? Donc les gens qui emploient des particuliers. Mais alors, vous m'avez demandé si vous y touchez. Est-ce que vous faites quoi? Vous réduisez le nombre de professions qui peuvent être Là, lancées? Ça s'arrêtera tout le temps de dire. Vous le plafonnez. Et qu'évidemment que quelqu'un qui vient donner un petit coup de main à domicile ou pour une personne âgée, c'est pas à ces personnes-là qu'il faut s'en prendre. Mais quand vous avez des gens qui ont un patrimoine immense, qui ont des ressources immenses, et pour qui ça devient un effet d'aubaine, parce que dans leur château et dans leur villa, ils embauchent 15 personnes et qui bénéficient d'un crédit d'impôt sur ce sujet, pardonnez-moi, c'est choquant. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'immédiatement, qu'immédiatement, quand on réduit ce crédit d'impôt sur les particuliers, l'emploi de particuliers effectivement à domicile, on a une hausse du travail au noir? mais enfin, ça, c'est un argument qu'on peut pas entendre, Monsieur Daré. Alors, parce que les gens... C'est ce que dit le Parce que les patron gens, de son travail, hein. parce que les gens grillent les feux rouges, vous allez supprimer les feux rouges. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc non, pardon, c'est pas un argument qui est entendable. C'est pas parce que les gens ne respectent pas la loi qu'il faudrait supprimer la loi. Ça, je pense qu'on peut pas l'entendre. Donc vous économisez combien? Marie Non, mais disait- attendez, moi je vais... Vous inquiétez pas. Notre contre-budget, on va présenter les nanas. Donc, Vous c'est verrez, dans pendant les les prochains économies. jours, on vous présentera un contre-budget complet. Comment? Vous m'avez demandé s'il est possible de faire des économies. Je vous ai donné quelques exemples sur lesquels on peut faire des économies. Mais le cœur aujourd'hui de ce qu'il faut faire, C'est les recettes. c'est évidemment des recettes nouvelles. Attendez, en termes de recettes. Et moi, je vous dis qu'il faut aussi des dépenses. Parce que si on veut résoudre le problème de la croissance à Et là, dont j'ai t'entends pas parlé, le de la question. récession économique, Non. il faut de l'investissement public. Enfin, on parlait de quotidien. Vous savez, moi, je suis Mais moi, député tu de travailles. Marseille. Aujourd'hui, dans les Bouches-du-Rhône, la rentrée, elle a été reportée d'une journée. À cause des Parce qu'il y a des intempéries. Donc, le changement climatique, c'est une réalité. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'investissements publics massifs pour adapter nos infrastructures au changement climatique? Là, vous avez aujourd'hui des parents qui se sont retrouvés du jour au lendemain dans la difficulté. Ils sont obligés de garder leurs enfants à la maison. Donc, pour la transition écologique, il faut des investissements massifs, de l'investissement public. Et ces investissements-là, quand vous les mettez sur la table, ils profitent à l'économie réelle. Parce que si vous faites un grand plan de rénovation thermique des logements, c'est le secteur du bâtiment en France qui va en profiter, c'est les artisans qui vont en profiter. Alors que quand vous distribuez des aides et des exonérations de cotisations sociales à des grands groupes et que ça se traduit par un Ça record fait de historique l'emploi. de dividendes, Là, pour le coup, non, ça ne mais fait si, pas de mais l'emploi. si, ça fait de l'emploi. Madame Chevrillon, Au s'il niveau vous des plaît. SMIC, en revanche, ça se Madame Chevrillon, franchement, vous le savez comme moi, les 20 milliards de crédit impôt compétitivité emploi, parce qu'on a du recul sur cette mesure. C'était la mesure 20 milliards d'exonération de cotisations sociales, c'était accordé par François Hollande aux grandes la entreprises. Naval. À l'époque, M. Gattaz, président du MEDEF, avait un badge, un pin. 1 million. Ils ont Un été million créés, ils ont été créés. Non, les Madame contrats. Chevrillon, il y a un Ils ont rapport été- de France Stratégie qui dit Mais 100 000 justement. emplois. Mais S'il non, vous plaît, ne pas dites sur pas toute des choses l'année. qui ne correspondent pas à la réalité. Alors, attendez. Ça n'a pas marché. Manuel Ça Bompard. ne fonctionne pas. Manuel Bompard, tout à l'heure sur ce plateau, Marine Tondelier a fait une proposition. Je ne sais pas si vous avez vu le coup des aimants.
J'étais Elle avait deux aimants en main. Oui. L'un représentait Olivier Faure. Tout à fait compris la démonstration. Le deuxième représentait Jean-Luc Mélenchon. Elle avait deux aimants qui se repoussaient pour représenter les Insoumis et les socialistes. Elle a essayé de retourner un des deux aimants pour que précisément il s'attire. Et elle vous propose, attendez, elle vous fait une proposition. Rendez-vous jeudi, vient qui veut, pour rediscuter et être prêt lundi en cas de chute du gouvernement. Est-ce que oui ou non, vous irez à la réunion proposée par Marine Tondelier? C'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est un rendez-vous. Non mais on est prêt évidemment. Moi je suis prêt à lundi soir. J'ai pas besoin de faire des réunions avec qui que ce soit pour être prêt. Donc vous n'y serez pas. Mais attendez, mais d'abord il faudrait qu'ils s'accordent entre eux. Marine Tondelier elle dit ça et juste avant Olivier Faure il dit pas question avec les Insoumis. Donc moi je vais pas à une réunion. Essayez de vous rabibocher, vous le voyez bien. Oui, mais bon je vais pas à une réunion pour que la moitié des gens me disent en fait vous n'êtes pas invité. Vous voyez. Vous êtes prêts, excusez-moi mais j'essaye d'être un peu cohérent quoi. Donc vous n'y serez pas, vous n'y serez pas. Je n'ai même pas vu cette proposition de réunion, mais moi je n'ai pas l'intention d'aller participer à une réunion dans laquelle je ne suis pas le bienvenu. Ouais, je sais pas, dans la vie, je pense que les gens qui sont autour du plateau, s'il y a quelqu'un qui les invite, mais qu'il y a un autre invité qui leur dit qu'il n'a pas envie de les voir, je pense qu'ils vont pas au rendez-vous. Marine Tondelier a dit que c'était ouvert à tout le monde. Hein. Oui, Marine Tondelier, oui, mais Olivier Faure, il n'a pas dit ça. Donc qui s'accordent entre eux. C'est eux et vous en fait. Non, mais puisqu'ils semblent faire la même proposition, mais ils disent pas la même chose. Donc juste accordez-vous entre vous. Mais franchement, je pense qu'on est à un moment du pays qui nécessite d'essayer de proposer des options politiques sur la table, qui sont des options politiques claires, crédibles, où on comprend des choses aux réponses aux questions que vous posez. Et moi, je crois que c'est assez clair ce que je propose. C'est-à-dire que je pense que si M. Bayrou tombe, la question qui est posée, c'est celle du départ du président de la République. Et si le président de la République, il y a une élection présidentielle anticipée, ensuite, c'est la démocratie. Vous savez, les gens... Vous semblez totalement écarter l'hypothèse d'une dissolution. Non, je ne l'écarte pas. Dans l'entourage du chef de l'État, on dit il ne la souhaite pas, mais il a retrouvé son pouvoir constitutionnel de dissoudre à nouveau. Oui. Vous semblez complètement écarter cette hypothèse. Pourquoi? Parce que le NFP de juin 2024 ne pourrait pas avoir lieu aujourd'hui. Madame Chantrey, moi, je ne l'écarte pas. Vous me demandez quelle est, de mon point de vue, la solution pour la stabilité du pays. Je vous dis que de mon point de vue... Et si une dissolution est décidée par le président de la République? S'il y a une dissolution, il en a le pouvoir. Donc s'il y a une dissolution, il y aura des élections. Et s'il y a des élections, ce que je peux vous dire, c'est que nous, les Insoumis, on fera en sorte qu'il y ait dans chaque circonscription un candidat porteur du programme du nouveau Front Populaire. Est-ce que vous souhaitez parce que contrairement à M. Faure, nous n'avons pas déchirer le programme du nouveau Front Populaire, tout simplement. Et après, on le fera avec ceux qui ont envie de le faire avec nous. Voilà. Mais on restera sur le même programme que la dernière fois, parce que, pardon, la politique, c'est d'abord le programme, des propositions qu'on fait aux Françaises et aux Français. Ça sera exactement le même programme. Bah oui, après... ça a changé, hein. Par un an, il se passe plein de choses. Non, mais donc, pas de problème pour prendre en compte le fait que, par exemple, l'Union européenne vient de capituler en race campagne pour signer un accord ignoble et totalement... insupportable avec M. Trump. Donc ça, par exemple, évidemment qu'il faut l'intégrer dans un programme. Mais du point de vue des grands équilibres politiques, moi, je n'abandonne pas la nécessité d'augmenter le SMIC. Je pense que les gens, aujourd'hui, ils souffrent beaucoup, les bas salaires, et qu'ils ont besoin d'avoir un coup de pouce salarial. Je n'abandonne pas l'idée qu'il faut bloquer les prix, sur l'électricité en particulier. Regardez, vous m'interrogez sur le Parti Socialiste. Au début de l'année, le Parti Socialiste d'un côté, le Rassemblement National de l'autre, ont laissé passer le budget de M. Bayrou. Là, maintenant, ils disent tous qu'ils vont le faire tomber, mais au début de l'année, ils ont laissé passer le budget de M. Bayrou. À l'époque, ils nous ont dit, on a obtenu qu'il n'y ait pas d'augmentation des prix de l'électricité. Au 1er août de cette année, les abonnements sur le gaz et l'électricité ont augmenté. Donc, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Moi, je n'ai pas changé du point de vue de ce qui me semble être nécessaire pour le pays. On a besoin d'un choc de pouvoir d'achat, on a besoin de relance écologique et sociale pour sortir le pays. Très simple, le PS. Alors, vraiment très simple et très courte, alors. C'est un adversaire ou c'est un partenaire? Adversaire ou partenaire? Je vous demande juste un mot pour répondre. Mais moi, monsieur Darry, adversaire ou partenaire? Monsieur Darry, moi je ne suis pas là pour jouer au jeu des devinettes des mots. Donc le Parti Socialiste, ça a été l'année dernière un partenaire puisque nous avons présenté ensemble des candidatures communes. Et depuis, et je le regrette, je vois qu'il tourne la page de l'accord du nouveau Front Populaire, qu'il en déchire le programme, qu'il en a même écarté la candidate. L'année dernière, on disait Lucie Castet comme candidate si le Premier ministre veut nous nommer. Maintenant, M. Faure cherche à s'imposer à sa place. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc moi, pardon, j'essaye d'être utile à mon pays et d'apporter des réponses qui permettent de sortir le pays de la situation difficile dans le Manuel, on parle dans une seconde. Jean-Philippe Tanguy à votre place, est-ce que vous avez un mot à lui dire? Oh, avec M. Tanguy, bah, peut-être ça, peut-être demander à M. Tanguy, puisqu'il est juste, il a laissé le gouvernement de M. Bayrou en place pendant 6 mois. Et à cause de cette décision, comme je le disais, les prix de l'électricité ont augmenté.
voté, par exemple, pour prendre cet exemple-là, la réforme des retraites à 64 ans n'a pas été abrogée. Donc peut-être lui demander pourquoi il a fait perdre 8 mois au pays. Ah ben on lui pose la question tout de suite. Merci Emmanuel Bompard. Merci à vous. Coordinateur de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône. Merci. D'avoir été avec nous en direct sur BFM TV face à BFM. Et c'est donc Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National, député de la Somme, qui vous succède, député d'un parti qui se prépare déjà pour les législatives, avant même toute éventuelle dissolution. Nous serons prêts dès lundi, a dit Marine Le Pen, avec une promesse, plus de brebis galeuses parmi les candidats. On va y revenir. Bonsoir Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir. Merci d'être là. La première question dans un instant. C'était notre fête ce soir. Pardon? C'était notre fête. Ah bah vous pouvez répondre évidemment à Emmanuel Bompard. Pour Bompard, c'est très simple. On a peut-être fait perdre 8 mois dans son esprit, mais il a fait perdre 8 ans à la France, puisque les Insoumis ont systématiquement fait voter pour M. Macron. Donc la retraite 64 ans, c'est parce qu'ils ont voté pour M. Macron. Bah il était contre et il a manifesté contre. Comment? Il était contre et il a manifesté contre. Il peut manifester contre, c'est à sa faute. Je veux dire, il n'y aurait pas eu de manifestation contre la retraite à 64 ans si M. Macron n'était pas au pouvoir à cause de M. Mélenchon, ou grâce peut-être dans son esprit, puisque je pense que les Insoumis ont beaucoup bénéficié à beaucoup d'égards de la gratitude des macronistes, puisque en échange, M. Attal et ses amis ont fait élire une quarantaine de députés insoumis aux dernières élections. Donc tout ce petit monde se tient, et ce cinéma antifasciste auquel on assistait est lamentable. Parce que je vais répondre à vos questions, mais avant vraiment, les électeurs du Rassemblement National, mais les Français en général finalement, parce que quand on prend les Français pour des imbéciles, comme la gauche, et je suis désolé quand vous ne leur répondez pas, c'est très grave pour la qualité du débat public. On ne peut pas dire qu'en France, il y a soi-disant une menace fasciste qui rassemble un tiers des Français. C'est inadmissible pour nos amis. C'est précisément ce qu'on a dit tout à l'heure à Marine Tondelier. Non, vous avez accusé Marine. Non, vous ne l'avez pas repris sur le fait qu'elle avait dit que c'était... Je lui ai dit précisément, vous êtes en train de dire que les personnes qui ont voté pour le Rassemblement National participaient à un péril fasciste. Non, et nous, et les élus du Rassemblement National. C'est précisément ce qu'elle disait, elle. Non, mais elle, bien sûr qu'elle a le droit de mentir. Mais le fait que vous êtes des journalistes, vous n'êtes pas là pour servir la soupe du petit théâtre antifasciste. On sert la soupe absolument à personne. Mais si, parce que vous savez très bien, quand on est dans les coulisses avec Madame Tondelier, pourquoi elle prend un verre avec moi de temps en temps si j'étais un fasciste? Donc ce cinéma antifasciste, je ne le supporte plus. Par respect pour les électeurs, par respect pour la vérité, mais aussi par respect pour les gens en France, et ils sont nombreux, et vous le savez, qui s'inquiètent aujourd'hui d'un péril fasciste. Moi, quand je me balade dans le quartier juif de Paris, il y a de nombreux compatriotes juifs qui viennent me voir et me disent « Si c'est pas vous, si c'est pas Marine ou Jordan Bardella, on fera l'ALIA ». Ça veut dire que des Français de confession juive, qui sont Français depuis tellement de générations qu'ils ne sont même pas capables de le savoir eux-mêmes, veulent quitter le pays de leurs ancêtres et le pays pour lequel leurs ancêtres se sont battus. Quand vous avez des homosexuels qui n'osent pas se tenir dans la main parce qu'ils ont peur de se faire tabasser, c'est la faute du Rassemblement National? Quand vous avez des femmes qui n'osent pas s'habiller comme elles le souhaitent et comme elles le veulent, n'importe où en France, c'est la faute du Rassemblement National? Donc le péril fasciste aujourd'hui, c'est l'islamisme, et c'est ceux qui leur servent la soupe, c'est les insoumis et toute la gauche, qui soi-disant fait barrage à une menace fasciste qui n'existe pas, puisque nous sommes le bouclier des Françaises et des Français contre la menace islamiste et contre toutes les haines, et c'est ceux qui, depuis 30 ans, promettent aux Français de protéger la République, et jamais notre pays n'a été aussi gangréné par les haines, par l'antisémitisme, par l'homophobie, par la misogynie et par la haine de tous contre le tous. Et je vous rappelle aussi d'ailleurs que les chrétiens subissent beaucoup d'actes contre eux-mêmes, mais d'ailleurs aussi les musulmans, puisque cette haine des islamistes et cette hystérie qu'ils créent en France touche évidemment nos compatriotes musulmans qui veulent pratiquer leur culte en paix. Donc le Rassemblement National rétablira l'unité nationale évidemment et la concorde, et je dois dire que franchement, d'avoir entendu pendant plus de 20 minutes un délire qui, une fois de plus, insulte l'intelligence des Français, mais insulte les Français qui sont inquiets et qui ont raison de l'être, puisque nous assistons à un déferlement de haine des Français contre des Français. Question de Marie Chantrey. Oui, vous vous réunissiez, Jean-Philippe Tanguy, aujourd'hui votre parti au siège du Rassemblement National. Jordan Bardella, Marine Le Pen également le disent désormais, c'est un retour aux urnes. La démission du président de la République ou une dissolution. Vous avez l'air de vous préparer activement. On reviendra d'ailleurs sur les ratés sans doute de l'année passée, de candidats malheureux, vous-même qualifiés de brebis galeuses. Vous avez l'air très sûr de vous quant à l'issue de ce vote. Avec un Jordan Bardella qui dit « j'accepterai Matignon seulement avec une majorité absolue », soit plus de 289 députés. On en est très loin. Si on fait les comptes, vous êtes à 120 élus RN. Avec vos alliés ciotistes, on est à 135.
on est très loin de cette majorité absolue. Et vous avez raison, Madame Chantrey, nous ne sommes pas du tout sûrs de gagner. Il faudrait être irresponsable pour croire que le pouvoir va nous tomber entre les mains. La politique, c'est un combat. Nous devons être meilleurs. Nous devons convaincre les Françaises et les Français de nous confier le destin du pays et de rompre avec ce système qui leur a fait tant de mal. Donc les défis sont devant nous. Nous ne sommes pas du tout dans la certitude, et je ne crois pas que Jordan Bardella, dans votre émission, ait eu, la certitude que nous gagnons. Mais nous avons la certitude, la conviction, oui, de porter un projet qui peut rassembler les Français, qui peut les convaincre, et sans doute aussi s'armer psychologiquement pour vaincre ce faux front républicain, dont j'ai parlé, qui les a trompés. Parce que au-delà de l'insulte contre la vérité historique et les difficultés que vivent nos compatriotes, qu'ont-ils fait depuis un an? Parce qu'il y avait un barrage au Rassemblement national à Jordan Bardella et à l'espoir qu'incarnait Marine Le Pen. Mais c'est aussi ces gens ont prétendu pouvoir gouverner ensemble. Ils n'ont pas juste dit votez pour nous contre le Rassemblement national, même si c'était un peu la teneur générale de c'était aussi on va pouvoir gouverner à leur place. On sera meilleur que le Rassemblement national. Est-ce que depuis un an, nos compatriotes ont vu leur situation s'améliorer sur la santé, sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'école? Encore plusieurs milliers de postes d'enseignants qui manquent pour nos enfants. Encore, maintenant on accuse les Françaises et les Français de prendre trop d'arrêts maladie, avec le problème évidemment et l'accès à la santé sur le territoire. Donc qu'est-ce qu'ils ont réussi depuis un an, à part garder leur poste concrètement? Et vous, avec qui vous gouverneriez? Mais on gouvernera avec le soutien des Français. Et c'est là où à l'Assemblée. Mais c'est là où on une majorité, ou en tout cas une majorité relative. Mais nous verrons le sort des urnes. On verra si les Français nous font suffisamment confiance pour nous donner une majorité absolue. Bon, je rappelle que la norme dans la Ve République, ça a quand même été toujours des majorités absolues. La majorité relative a été l'exception. Et Jordan Bardella a répondu à cette question. S'il y a une majorité relative raisonnable, nous proposons évidemment, on tendra la main aux uns et aux autres pour gouverner. Mais je vais vous dire, si nous avons suffisamment de députés, si nous réussissons à convaincre nos compatriotes, moi je pense que nos adversaires, ou ceux qui s'opposent à nous en tout cas, ou prétendent le faire, deviendront naturellement à nous, puisque ce que nous proposons est finalement très consensuel dans la société française. Quand on propose un référendum pour enfin recontrôler l'immigration dans notre pays, qui s'y opposera? Puisque même les électeurs de gauche, dans les sondages, sont favorables à reprendre le contrôle de l'immigration pour valoriser les étrangers qui veulent s'intégrer chez nous et travailler, et ne pas accepter que ceux qui n'ont rien à faire chez nous. On va revenir sur les différentes propositions. Sur le retour à la retraite de 62 ans. On va revenir sur les différentes propositions, justement. Mais juste une précision sur ce que disait Marie Chantrey à l'instant. Vous n'irez, vous à Matignon, Jordan Bardella à Matignon, c'est que Jordan Bardella à Matignon, vous n'irez que s'il y a majorité absolue. Vous ne tenterez pas d'obtenir une majorité précisément en laissant travailler avec d'autres à l'Assemblée. Mais on ne veut pas mentir aux Françaises et aux Français. Nous, on porte un projet de rupture. Nous n'avons pas de majorité absolue. Ce projet de rupture ne peut pas, s'appliquer complètement, en tout cas avec autant de facilité que nous le souhaiterions. Et c'est normal, c'est la logique des institutions du général de Gaulle. La Ve République a été faite pour le fait majoritaire. D'ailleurs, on voit bien, depuis qu'on a une majorité relative, que ça dysfonctionne au sens premier du terme. Donc nous, on dit la vérité aux Français. Si vous voulez un référendum sur l'immigration, abolir la retraite à 64 ans et la ramener à 62 ans, si vous voulez supprimer la TVA sur les produits de première nécessité, si vous voulez diminuer la TVA de 20 à 5,5 sur le carburant, le gaz, l'électricité, le fioul, toutes ces mesures sont des mesures de rupture. Sauf que vous disiez on va gouverner avec les Français. Quand nous les interrogeons, les Français, on a 21% des personnes interrogées qui veulent un Premier ministre de gauche, 24% un Premier ministre du RN, 39% aux sociétés civiles ou au monde de l'entreprise. Il n'y a pas un raz-de-marée là, dans le désir de Premier ministre RN chez les Français. Et on ne prétend pas qu'il y a un raz-de-marée. Nous, on ne vit pas, contrairement à M. Bayrou, qui semble avoir inversé les chiffres. Quand on l'écoute, on a l'impression qu'il y a 80% des Français qui le soutiennent et 20% qui le combattent. Il faudrait dire que c'est l'inverse. M. Bayrou a tendance, sur les comptes publics comme sur les sondages, visiblement, à confondre un peu les chiffres. Il faudrait peut-être retourner la feuille, parce que je pense qu'il y a un petit problème. Vous avez été un peu plus bienveillant avec lui durant ces 8 mois à Matignon. Vous décidez désormais de ne pas voter cette confiance. Mais 8 motions de censure durant son bail à Matignon, auquel vous ne vous êtes jamais associé. Et pourquoi, Mme Chantrey? Parce que ces motions de censure ne servaient à rien. On aurait censuré, M. Bompard, je suis désolé, a menti à vos téléspectateurs quand il dit on n'a pas censuré sur la retraite à 64 ans. Enfin, vous êtes tous les 4 des spécialistes de la chose publique. Est-ce que la motion de censure de M. Bayrou aurait abouti à remettre la retraite à 62 ans? Non. Voilà, ça n'aurait rien changé. Rien changé, voilà. Donc en fait, ils mentent régulièrement aux Français en faisant prendre des vessies pour des lanternes et en faisant croire que des manœuvres qu'ils font pour agiter et faire le débat a des conséquences sur la vie des Français. Nous, on ne participe pas à ce cirque. Vous avez déjà fait pas semblant, de voter une motion de censure pour faire oublier, comme les socialistes, enfin quand même M. Hollande et M. Rousseau, qui est député socialiste, qui était le directeur de cabinet de Madame Borne,
qui a fait la retraite à 64 ans. Il est aujourd'hui député socialiste et il vote contre la réforme il prétend voter contre, puisqu'il ne le fait pas, voter contre la réforme qu'il a lui-même appliquée avec Madame Borne. Alors justement, on est à ce niveau, Madame Février, de désinformation, ce n'est pas sérieux. Eh bien, on va faire un peu d'information, Jean-Philippe Tanguy, parce que c'est vrai que notamment sur la question des retraites, on va rappeler que vous êtes un peu monsieur budget, hein, quand même, du Rassemblement National. Sur la question des retraites, il y a eu quand même des allers-retours sur votre position. 6 heures. Qu'est-ce que vous demandez exactement, ou qu'est-ce que vous allez proposer dans le cadre de la réforme des retraites qui sera la vôtre, puisque la précédente sera abrogée, si j'ai bien compris. Bien sûr. Je suis désolé de vous décevoir, Madame Février, notre programme n'a jamais changé depuis la présidence de 2022. Donc on est à 60 ans, c'est ça? On revient, mais non, on revient à 62 ans, et les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans pourront partir à 60 ans, et les personnes selon leur début d'entrée dans une carrière professionnelle entre 20 et 22 ans, selon leur nombre de trimestres, pourront partir entre 60 et 62 ans. C'est-à-dire à durée de cotisation égale, on peut partir plus tôt si on a travaillé plus tôt, ce qui est une forme de justice, parce qu'on a voulu sortir de l'usine à gaz, de la pénibilité, de tous ces critères technocratiques qui faisaient que... On a fait sur la durée de cotisation, en fait. Voilà, parce qu'on considère que souvent les métiers où on commence tôt sont souvent les plus durs physiquement, et que donc les Françaises et les Français qui ont fait le choix ou qui ont dû commencer à travailler tôt sont souvent dans les métiers les plus difficiles, et que donc ils doivent partir tôt. Parce qu'aujourd'hui l'injustice, c'est que les gens qui ont commencé à travailler tôt cotisent plus en nombre de trimestres que des gens comme moi qui ont eu la chance de commencer à travailler tard, de faire de longues études, qui ont eu le privilège, parce que faire de longues études, c'est un privilège, c'est une chance. Beaucoup de gens n'ont pas cette chance. Mais vous dites sur les retraites, ça coûte cher de faire des études dans le pays. Jean-Philippe Tanguy, vous dites sur les retraites, on n'a pas changé. J'ai deux autres exemples à vous donner, parce qu'évidemment, il faut trouver des milliards à économiser pour le budget de l'an prochain. L'an dernier, vous étiez au Rassemblement National favorable à 3 jours de carence pour les fonctionnaires en cas d'arrêt maladie. Est-ce que c'est toujours le cas? Vous en parlez moins. Oui, c'est pas qu'on en parle moins. C'est-à-dire que dans les négociations avec Michel Barnier, nous, on ne jouait pas la politique du pire. Et donc, en échange du rétablissement, de la suppression des taxes sur l'électricité qu'on a obtenu, contrairement à ce qu'a dit aussi Monsieur Bompard. C'est sur l'abonnement. Sur l'abonnement, c'est une obligation européenne. Absolument, c'est quand même une hausse sur l'abonnement. Je voudrais que vous lui disiez à lui, et pas à moi, Madame Février. Voilà, mais merci de rétablir la vérité. Voilà. Et donc, dans ce cas de négociation, vous ne pouvez pas entrer en négociation et dire à Monsieur Barnier, on veut tout, et on ne donne rien. Sinon, c'est de la mauvaise foi. Mais nouveau budget, est-ce que vous dites, oui, on peut faire des économies sur les jours d'arrêt maladie des fonctionnaires en mettant non pas 1 comme aujourd'hui, mais 3 jours de carence? Oui, je le pense, parce qu'on ne peut pas dire aux Françaises et aux Français, on rase gratis. Moi, j'ai écouté Monsieur Faure. J'ai dit ce matin, c'est un mélange entre le Père Noël et Merlin l'Enchanteur. C'est-à-dire, c'est les cadeaux du Père Noël financés par Merlin l'Enchanteur. C'est l'argent magique. D'ailleurs, vous l'avez fait un peu remarquer quand même. Donc vous dites, on fait là-dessus. J'ai un autre exemple. Mais je veux dire, faut pas. Monsieur Bayrou pense qu'il y a juste sa soupe amère qui est capable de rétablir les comptes. Mais inversement, on ne peut pas faire croire aujourd'hui, avec le niveau de dette, qu'on peut malheureusement ne pas faire aucun effort. Mais pour préciser les choses, difficile. Il y a un autre effort. Un autre effort. Une partie de votre groupe, du groupe Rassemblement National, était favorable à la suppression de l'abattement de 10% pour les retraités. Voilà. Une partie du groupe. Une partie du groupe. Il y a eu un amendement. Ça avait été déposé, un amendement déposé par le groupe. Déposé et retiré. Un amendement qui a été déposé par erreur. Donc vous dites ça ne se ferait jamais. Absolument. Avec le Rassemblement National. Pour les retraités les plus riches. Juste. Il y a quand même un RN qui l'a déposé. Voilà. Oui, mais ça arrive. Vous savez, moi je ne suis pas parfait. Je sais que tous les hommes et les femmes politiques, enfin beaucoup, prétendent toujours être parfaits, ne jamais faire d'erreur. Ça arrive que dépose un amendement par erreur. Donc en fait, c'est un amendement de Mme Berger, qui est quelqu'un qui l'a déposé par erreur. Je l'ai fait retirer dans les 2 minutes. Je suis désolé, voilà, je vous présente mes plates excuses. J'ai fait une erreur qui a duré 2 minutes. Pendant que les autres ont fait de la dette pendant 50 ans. Donc, sur le confort. Je pense que vraiment, une erreur de 2 minutes sur un truc qui n'a aucune conséquence pour les Français, les autres ont créé 3300 milliards de dettes. Donc si je dois aller à pénitence, si je dois faire pénitence, si vous voulez, je me sens relativement serein. Oui, vous avez fait pénitence. Donc, sur le confort des boomers, c'est une expression qui a été beaucoup remarquée dans la bouche du Premier ministre. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que cette génération est une génération de privilégiés et qu'ils doivent être solidaires finalement avec le mur, l'Himalaya de dette qui nous attend et que, encore une fois, je reprends les mots de François Bayrou, la dette d'aujourd'hui, c'est l'esclavage des plus jeunes, des jeunes générations à venir. Non, mais il ne faut surtout pas ouvrir un nouveau conflit entre les Françaises et les Français. C'est une erreur de prendre le sujet comme ça. Ils ont opposé les chômeurs et les gens qui travaillent. Ils ont opposé les riches et les pauvres. Ils ont opposé les classes moyennes supérieures et les classes moyennes inférieures. Les hommes et les femmes politiques qui ont gouverné ce pays ne savent que gouverner en opposant les Français les uns contre les autres. Donc, mais heureusement, les retraités les plus aisés, puisque vous dites non. Non, mais c'est ça, je vais revenir là-dessus, parce que ça, c'est la vraie question. On ne rentrera pas
dans cette guerre de génération. D'ailleurs, les Français ne veulent pas rentrer, puisque les Français, ils sont parfois des petits-enfants qui ont des parents, des grands-parents, ils ont parfois la chance d'avoir leurs arrière-grands-parents. Ils ne vont pas rentrer, heureusement, dans cette guerre de génération. Mais faire croire que toute une catégorie de population a la même situation, alors que vous le savez très bien, vous avez beaucoup de femmes qui ont des petites retraites de reversion, des femmes d'agriculteurs ou des femmes d'artisans qui n'ont pas forcément été déclarées ou qui ont travaillé avec leur mari et qui n'ont pas pu avoir un salaire suffisamment important, qui ont des toutes petites retraites. Ce sont aussi, entre guillemets, des boomers. Est-ce que ces gens sont responsables de l'appauvrissement de la France? Non, il n'y a qu'une catégorie de personnes qui est responsable de l'appauvrissement de notre pays, ce sont les dirigeants politiques qui ont eu les responsabilités. Mais l'argent qui a été distribué, il a été distribué aussi aux Français, Jean-Philippe Tanguy, il n'est pas parti comme ça. Ah, mais c'est l'argent, c'est le leur. Non, mais... Il faudrait que les Français cotisent à un système social, et ensuite il faudrait venir qu'ils s'excusent auprès de M. Bayrou, qui n'a encore rien compris, de bénéficier de droits qu'ont ouvert les cotisations. C'est pas ce qu'on est en train de dire, mais tout à l'heure, on faisait la précision tout à l'heure aussi avec Manuel Bompard, quand il disait mais tout est parti vers les riches, etc. Les Français, tous les Français ont aussi bénéficié d'un certain nombre d'aides pendant les différentes crises, etc. L'État était là pour les soutenir, pour nous soutenir aussi. L'État n'existe que parce que les Françaises et les Français paient des impôts. Il n'y a pas un État. Ah ben oui, mais les Français demandaient parce que toujours quand on plus écoute la aussi. gauche, on a l'impression que l'État a plus fait de l'argent magique. Ça n'existe pas. Les retraités les plus aisés, vous vouliez revenir là-dessus, Jean-Philippe Tanguy. C'est peut-être basique, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais un certain nombre de dirigeants n'ont pas l'air de comprendre ça. Les retraités les plus aisés. Des hommes politiques, c'est pas notre argent. C'est l'argent des Françaises et des Français, donc nous on leur doit beaucoup, eux ne doivent rien. Jean-Philippe Tanguy. Une petite logique quand même mentale, parce que tous ces gens qui prétendent administrer des milliards d'euros en faisant des chèques, moi je veux dire, vous pouvez mettre un singe à la place d'un ministre, il peut signer un chèque. Jean-Philippe Tanguy. Peut-être même plus attention que certains ministres. Faire contribuer davantage les retraités les plus aisés, oui ou non? Bien sûr. Mais quand on vous dit que Marine Le Pen et Jordan Bardella veulent rétablir un impôt sur la fortune financière, eh bien ça touchera certains retraités, une toute petite minorité, comme avec l'ISF avant, qui gagnent beaucoup d'argent. Quand on veut... Uniquement par ce biais-là? Mais bien sûr, puisque la question c'est la justice sociale, c'est la justice fiscale. Ce n'est pas d'opposer sur les plus riches. Mais qu'ils soient les retraités plus ou pas. Mais voilà, les plus privilégiés. Il y a des gens en France qui ont la chance, soit parce qu'ils ont beaucoup travaillé, soit parce qu'ils ont hérité d'avoir beaucoup de moyens. Il faut participer à sa juste part. Aujourd'hui, les classes moyennes paient beaucoup, et le 1% de plus privilégiés en France paie moins que les classes moyennes. C'est parce que certains intellectuels de gauche font ces analyses que je vais dire que c'est faux. C'est vrai. Et tous les compatriotes et tous ceux qui paient des impôts, tous les contribuables, peuvent le vérifier. Si vous gagnez aujourd'hui 4 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais vous n'êtes pas riche, eh bien, vous payez plus d'impôts en proportion de vos revenus que Bernard Arnault. Ce n'est pas normal. Et on est Au riche à Rassemblement partir de national, quoi on a toujours été clair. Donc la question n'est pas d'opposer les jeunes contre les retraités, c'est la justice fiscale. Effectivement, le macronisme incarne pour les Françaises et les Français l'injustice fiscale. Juste, on est riche à partir de quel seuil? Parce que chacun a un seuil différent, chacun comme politique. Pour vous, on est riche à partir de combien? Ah, moi, j'ai pas parlé de riches, j'ai parlé de privilégiés. Oui, des privilégiés, si vous voulez, mais enfin bon. Mais en l'occurrence, on paiera la taxe dont vous venez de parler. Mais en fait, c'était consensuel dans notre pays. Vous avez eu l'ISF des années 80 jusqu'à Emmanuel Macron. Bon, ils avaient identifié que la richesse avait, selon l'inflation, été ici à 4-5 millions d'euros de patrimoine. Voilà, bon, ça concerne très peu de La taxe Français. Zuckman, c'est à partir de 100 millions d'euros. Oui, mais la taxe Zuckman, excusez-moi, je reviens, c'est de la magie, ça n'existe pas. L'ISF, c'était 4 milliards. L'ISF sans immobilier, c'était 4 milliards d'euros. La taxe Zuckman, 15 milliards d'euros. Qui peut croire que du jour au lendemain, on va recréer un impôt sur la richesse qui va être 3 à 4 fois plus important que l'impôt qu'on avait supprimé? Moi, j'aimerais bien que ça existe. Mais s'il y avait 15 milliards, il y avait une poule d'or de 15 milliards d'euros, peut-être que Mme Braun-Pivet... C'est ce que dit le PS, 15 milliards. C'est ce que dit le PS, 15 milliards. Une fois de plus, c'est de la magie. D'ailleurs, quand les socialistes étaient au pouvoir, ils l'ont pas fait, cette taxe. Ils ont fait la taxe à 75%. Elle a été jugée quoi, Mme Confiscatoire par le Conseil confiscatoire. Attendez, puisque vous dites que c'est de la magie. Non, mais attendez, c'est intéressant. Juste une chose. C'est intéressant ce qu'a dit Mme Chevrillon, sans flagornerie, parce qu'elle dit c'était anticonstitutionnel. Et tout à l'heure, Mme Tondelier, elle a dit que le fascisme, c'était ceux qui étaient anticonstitutionnels. Donc, selon Mme Tondelier, sa copine, dont j'ai oublié le nom, là, comment elle s'appelait, la ministre qui était avec Hollande. Je suis désolé, j'ai oublié. Bon, bref, les ministres verts qui ont participé au gouvernement Hollande étaient donc des fascistes, Madame Duflot, et donc une grosse fasciste, puisqu'elle a soutenu une mesure qui était anticonstitutionnelle. Je pense qu'elle va mal dormir, Madame Duflot, parce que je pense qu'elle n'était pas au courant qu'elle était une dangereuse fasciste. Marine Le Pen, Jordan Bardella seront quand même reçus demain. Ils iront au rendez-vous. Il y a eu des petits pas faits par François Bayrou, notamment la suppression des 2 jours fériés, ça ne pourrait être qu'un. Et Guillaume, sur la question de l'immigration, ici, quand hier François Bayrou explique
que s'il existe des avantages qui profitent aux étrangers et pas aux Français, ce n'est pas juste et qu'il faut regarder cela. Clairement, c'est une main tendue vers vous. C'est sans aucune importance. Mais c'est le marathon de l'enfonçage de porte ouverte. Il découvre, après 30 ans de vie politique, qu'il y a peut-être un problème avec l'immigration. Mais écoutez, quand on est à la tête de la 7e puissance du monde, on ne fait pas des déclarations à une heure de grande antenne avec une situation politique très inquiétante pour beaucoup de gens qu'on a créée. Mais il n'est pas sincère quand il dit ça, vous pensez? Non, il n'est pas sincère. Je veux dire, François Bayrou, il a fait 2 campagnes présidentielles. Vous croyez qu'il découvre qu'il y a un problème avec l'immigration à contrôler dans notre pays? Vous n'y voyez pas un geste de sa part? C'est une main tendue. C'est quoi? C'est une grosse ficelle? C'est même pas une grosse ficelle, c'est une toute petite ficelle. C'est vraiment un tout petit fil cousu de fil blanc, mais très finement. Ça n'a aucun sens. L'AME, par exemple, l'aide médicale d'État, bon, bah, c'est un privilège qu'ont même pas les étrangers, d'ailleurs en situation régulière, qu'ont les clandestins. Il a parlé lui-même, c'est drôle parce que M. Bayrou a parlé lui-même d'un avantage que les étrangers, en particulier les clandestins, ont. Enfin là, en l'occurrence, c'est les demandeurs d'asile, et que les Français n'ont pas. Il a parlé après des logements, des 15 000 € par an consacrés à chaque demandeur d'asile dans les hôtels français. Bon, bah, ça, c'est un avantage que vous n'avez pas. Si vous êtes français, que vous êtes SDF, vous n'avez pas une chambre à l'hôtel. Donc vous les laissez à la rue, les demandeurs d'asile, vous les laissez à la rue? Non, mais les demandeurs d'asile, comment dire, n'ont pas à rester sur le territoire. Vous savez très bien que nous voulons que la demande d'asile se fasse dans le pays d'origine. En l'occurrence, aujourd'hui, ils le sont. Qu'est-ce que vous faites? Vous les laissez à la rue? Non, ils seront dans leur pays d'origine. La question sur l'immigration, elle est intéressante parce que dans la lettre qui avait été envoyée par Marine Le Pen le 25 juillet à François Bayrou, elle explique qu'il y a des économies à faire sur l'immigration. Si vous arrivez au pouvoir, si dissolution il y a, que vous arrivez au pouvoir, le prochain budget, l'an prochain, combien vous arrivez selon vous à économiser sur l'immigration et comment? 18 milliards. Comment? En réservant les aides sociales contributives aux étrangers en situation régulière qui ont cotisé pendant 5 ans. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous dites à ceux qui sont déjà dans le pays, les règles changent, sont terminées, il faudra rester au moins 5 ans sur le pays pour pouvoir avoir droit à ces aides-là. C'est pas rester, c'est cotiser pendant 5 ans. Cotiser pendant 5 ans. Créer de la richesse en France et participer au système social français. On parle de quelles aides précisément? Toutes les aides non contributives, elles sont nombreuses. Je ne peux pas vous faire la liste là, elles sont nombreuses. Si on faisait la liste, malheureusement, il y a beaucoup d'aides sociales. Non, mais par exemple, il y a beaucoup d'aides sociales en France, c'est un peu trop, il faudrait les reconcentrer sur des choses plus efficaces. 18 milliards sur combien d'économies à faire? On disait le gouvernement dit 44, les socialistes disent 22 milliards. Vous, le RN, c'est combien de milliards d'économies? Nous, on assume ce chiffre de 40 milliards. Mais pas parce qu'il tombe du ciel, parce que c'est nous, c'est Jordan Bardella qui l'avait donné aux élections législatives de 2024, puisque j'avais fait une émission avec vous. Vous partagez le constat des 40 milliards. C'est-à-dire, je ne comprends pas pour le coup comment on ne peut pas le partager, puisque c'est le nombre de milliards qu'il faut pour repasser sous les fameux 3% de déficit. Vous savez, ma famille politique, les nationalistes, les souverainistes, les patriotes, on était contre le traité de Maastricht et ces 3%. Mais on doit honorer la parole de la France. Moi, je le regrette. J'aurais préféré que les Français votent non au traité de Maastricht comme ils ont voté non en 2005. Donc vous tiendrez le même rythme que le gouvernement, que souhaite le gouvernement. Les socialistes disent pas qu'il ne faut pas faire d'économie, ils disent qu'ils décalent l'objectif de 2029 à 2032. Oui, bah, comme ça, ils ne le respecteront jamais, comme on n'a pas respecté depuis qu'il existe cet objectif. Voilà, à de très rares exceptions, nous n'avons jamais été sous les 3% et sous les 60% de dette, puisque ce sont les... Vous seriez sur la même perspective de réduction du déficit que le gouvernement actuel. Nous sommes obligés, parce que comme la France a pris cet engagement il y a 40 ans, j'étais à peine né, je suis désolé, Jordan Bardella ne l'était pas. En plus, on était contre. La France a pris cet engagement. Il faut respecter la parole de la France, car si on ne la respecte pas, le taux d'intérêt auquel on emprunte pour financer malheureusement notre déficit, parce que même avec 3% de déficit, on a encore 90 milliards à peu près de déficit, et ben c'est plus cher. Donc c'est pas pour faire plaisir à Mme von der Leyen, à la Commission européenne, ou pour faire plaisir aux marchés financiers, c'est que quand vous avez endetté la France, contrairement à la situation qu'avait laissée le général de Gaulle aux Français, alors qu'il avait retrouvé le pays ruiné, ils ont planté un clou dans la main de la France et du peuple français en les endettant. Mais ça a été une vraie évolution de votre discours quand même, pour le Parti Rassemblement National. Cette finalement adéquation à cette règle des 3%, quand vous-même, ça vient de vous, hein, vous l'avez prononcé, ça a surpris certains commentateurs. Il y a des positions que nous défendons depuis longtemps qui n'intéressent pas les journalistes. Moi, je le regrette, mais Marine Le Pen avait fait une tribune sur le fait et elle avait dit qu'il PCD s'enrichit et elle s'intégrait, elle se mettait dans cette perspective. Une fois de plus, la parole de les traités doivent être honorés. Moi, une fois de plus, vous savez, moi je respecte les référendums. Quand je les gagne, en 2005 c'est ma première campagne, j'étais très fier que les Français votent non à la Constitution européenne, mais je les respecte aussi quand on les perd, de mon point de vue. C'est-à-dire que quand mes adversaires les gagnent. Alors c'est sûr que mes adversaires
que ce soit l'UMP à l'époque, les socialistes ou l'équivalent des macronistes, eux, quand ils perdent un référendum, ils ne le respectent pas et ils imposent la volonté aux Français. Je comprends que ça leur fasse un choc d'avoir des adversaires politiques qui respectent les votes qu'ils ont perdus. Jean-Philippe Tanguy, si le gouvernement tombe dans une semaine, il faudra remplacer François Bayrou. Avec ou sans dissolution, il faudra remplacer François Bayrou. On a une fresque depuis tout à l'heure de Premier ministrable. On se souvient que lors des précédentes situations similaires, il y a certains profils que vous censuriez d'emblée. Est-ce que là, parmi ceux que vous voyez ici, il y en a où vous dites impossible, jamais censure d'emblée? Franchement, c'est très rarement une question de personne. Xavier Bertrand, ça l'était. Oui, parce qu'il avait dit qu'il voulait nous casser la mâchoire. Donc j'ai pas envie d'avoir à la tête de la France quelqu'un qui prétend responsabilité et qui incite à la violence. Mais donc ici d'emblée, Bernard Cazeneuve, il est très poli, mais enfin il a été Premier ministre, personne ne s'en souvient. Oui, mais vous ne censurez pas d'emblée. Ce sera en fonction. Ce serait en fonction. C'est pas à moi de décider. Moi, je suis pas un égo sur pattes. Je fais partie d'un groupe. C'est Marine Le Pen et Jordan Bardella qui décideront. Mais en fait, c'est pas le problème. Le problème, c'est la ligne politique. Est-ce que, vous savez, quand M. Bayrou a été désigné, qui est devenu Premier ministre, Marine Le Pen lui a fait une prophétie. Elle lui a dit, elle a joué carte sur table. Elle lui a dit, si vous voulez durer, si vous voulez changer la France, il faut rompre avec le macronisme. Elle lui a pas dit, il faut être gentil, il faut être méchant avec nous. Il faut rompre avec le macronisme. Monsieur Bayrou n'a pas rompu avec le macronisme. Il poursuit la politique. Quelles sont les 3 mesures que vous mettriez? Et ces gens-là sont tous des macronistes. Et peut-être une forme de même naïveté Monsieur Faure, même s'il met une barbe, de son, c'est toujours qu'il est macroniste. Pas une forme de naïveté de la part de Marine Le Pen. Rompre avec le macronisme pour François Bayrou, ça paraissait quand même une mission un peu impossible de sa part. Il aurait pu, puisqu'à la base, il était contre la haute finance, contre le règne du fric, contre la privatisation des autoroutes, contre la privatisation des services publics. Monsieur Bayrou, fut un temps, il était anti-macroniste, et puis un jour, il a vu de la lumière, il s'est dit, je vais peut-être m'asseoir à un bureau, et il est devenu macroniste. Et un Premier ministre technique, un peu comme ce qui se passe en Italie, justement avec Mario Draghi, même si c'est quand même un homme politique. Oui. Je sais pas, on voit Christine Lagarde. La réponse est dans votre question, Madame Chuvry. Oui. Ça n'existe pas, les dirigeants techniques. Christine Lagarde, par exemple. Et Christine Lagarde, c'est une avocate d'affaires aux États-Unis et elle est présidente de la Banque Centrale Européenne. J'ai toujours pas compris ce qu'elle y faisait. Mais très concrètement, qu'est-ce que vous mettez en tête de liste des exigences du Rassemblement national pour le prochain gouvernement? Est-ce que c'est dire il faut réindexer les pensions de retraite l'an prochain sur l'inflation? Il faut réduire peut-être les augmentations qui étaient prévues sur l'impôt sur le revenu du fait de l'année blanche? Quelles sont très concrètement pour les gens qui nous écoutent ce que le Rassemblement national mettra sur la table? Ah mais nous on met sur la table la dissolution. Mais pour une raison très simple. Mais s'il n'y a pas de dissolution, quelles sont les conditions de non-censure? Nous ferons en sorte qu'il y ait une dissolution. Nous sommes un parti politique. On n'est pas là pour subir. Donc désormais, les doctrines gaullistes, c'est ne jamais subir. Il n'y aura plus l'attitude qu'il y a eu, par exemple, avec Michel Barnier ou François Bayrou. C'est terminé. Non, mais il faut être très clair pour les Françaises et les Français. Pourquoi est-ce que l'attitude change? Pendant un an, la Constitution interdisait la dissolution. Donc vous avez les forces de gauche qui se sont agitées sur leur fauteuil en faisant croire aux Français que s'ils censuraient quelqu'un, ça changerait leur vie. C'était un mensonge. Donc nous, on ne ment pas aux Français. Donc on leur dit, il y a une année difficile à passer. Maintenant, et on fait avec. Maintenant, la dissolution est possible. Donc, c'est votre seul objectif. On ne fait pas confiance à un macronisme pour redresser la France. Quel qu'il soit. Quitte à sacrifier Marine Le Pen si elle ne peut pas se représenter. Mais Marine Le Pen ne voit pas les choses comme ça. Marine Le Pen pense que seule la victoire du Rassemblement national peut redresser la France. J'ai encore une question à vous poser. Une fois de plus, c'est vrai que c'est rare d'avoir des femmes et des hommes politiques qui ne pensent pas à leur petit mandat et qui pensent au pays. Je dois dire que c'est assez impressionnant quand on l'écoute. Une question sur ce qu'a déclaré samedi sur notre antenne Jordan Bardella face à Marie Chantrey. L'ambition que j'ai est au moins, j'insiste, d'être Premier ministre de notre pays. Il a raison de viser plus haut que Matignon, Jordan Bardella? Il a raison dans le sens où c'est la mission aussi historique que lui a donnée Marine Le Pen si malheureusement son innocence n'était pas justement reconnue. Donc je veux dire, Jordan Bardella est dans une situation qui est aussi difficile. Alors moins difficile que Marine Le Pen puisque malheureusement son destin a commencé à lui être volé, puisque c'est une femme innocente de ce qu'on lui reproche et qui est poursuivie pour des motifs politiques, ce qui est un peu triste d'ailleurs. Mais je pense que Marine Le Pen arrivera à prouver son innocence et que Jordan Bardella se sera préparé pour des mandats à venir. Merci Jean-Philippe Tanguy. Merci à vous. Merci d'avoir été sur le plateau de BFM TV. Je remercie mes camarades Marie Chantrey, chef du service politique, Guillaume Dard et Eddy Chevrillon, tous les soirs, 18h sur BFM Business, je ne me trompe pas, Edwige. Absolument. Merci aux équipes qui ont préparé cette émission. Merci au public qui est avec nous ce soir. Merci d'avoir été là en direct avec nous. Merci aussi à vous d'avoir été fidèles à BFM TV et à Face à BFM. Je vous retrouve demain soir pour le 20h BFM comme tous les soirs. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Julie Hamet, BFM Grand Soir. Je vous vois, Julie, dans l'écran de retour. Bonsoir, Julie.
Bonsoir Maxime, bonsoir à tous, bienvenue. Que retenir de ces prises de parole successives à une semaine du vote de confiance? On va en parler avec notre équipe. Jean-Marc Sylvestre, bonsoir Jean-Marc, Rachel Binas, Victor Hérault, Marc Toiti, Bruno Jeudi. La question ce soir c'était la France est-elle ingouvernable? Je vais faire un petit tour de table. Bruno Jeudi, je vais commencer par vous. Quel est votre ressenti, Bruno? Moi, j'ai été frappé par deux choses ce soir. À distance, la joute assez violente entre le représentant du Parti Socialiste, Olivier Faure, et l'insoumis Manuel Bompard. Olivier Faure qui a redit ce qu'il avait déjà dit hier, même journaliste d'ailleurs, Guillaume Darey, que la décision de ne pas voter la confiance était irrévocable, donc elle est toujours irrévocable ce soir. Donc lundi, ils voteront contre, ça c'est sûr. Donc le pari de François Bayrou de faire bouger les lignes du côté du Parti Socialiste à 21h26 précise est tombé, puisque c'est à cette heure-là qu'il l'a dit. Et ensuite, on a plutôt vu l'embarras d'Olivier Faure sur la question comment on gouverne, avec qui, sachant qu'ils ne veulent pas des insoumis. Alors là, c'était vraiment la brasse coulée. Ça va être très très compliqué. Et après, quelques minutes plus tard, Manuel Bompard lui a répondu qu'il n'irait pas dans un gouvernement, il ne soutiendrait pas un gouvernement socialiste. Et encore moins, peut-être même, il a dit non aussi à Marine Tondelier, qui était un peu la valeur de ce duel.